À la une de l'actualité, en République démocratique du Congo, la loi électorale votée la semaine dernière à la Chambre basse du Parlement continue de susciter des réactions au sein de la population. Au Burkina Faso, afin que justice soit rendue dans toutes les affaires sensibles du pays, le président Roch-Marc Christian Kaboré a lancé un appel. Vous aurez la substance dans cette édition. Et puis course à la présidence de l'ANC, le parti au pouvoir. La rivalité entre les deux favoris Cyril Ramaphosa et Nkosazana Dlamini-Zuma divise profondément le parti. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue. On démarre cette édition par le Zimbabwe où le congrès extraordinaire de la ZANU-PF se tient cette semaine et ce à partir de ce mardi pour finir le vendredi. Il s'agit du tout premier congrès du parti au pouvoir sans l'ancien président Robert Mugabe. Reportage. La ZANU-PF tiendra pour la première fois de l'histoire zimbabwéenne son congrès sans Robert Mugabe. Une situation ironique quand on sait que l'ex-président prévoyait de se débarrasser d'Emerson Mnangagwa lors de ses assises. Le congrès extraordinaire de la ZANU-PF doit se tenir tout au long de cette semaine. L'un des points importants de cette réunion est la nomination de 2 vice-présidents par le nouveau chef d'État. Autre point qui sera au centre des débats, la confirmation de l'expulsion de Grace Mugabe, épouse de l'ancien chef d'État, ainsi que celle de ses proches du G40. Moins d'un mois après le coup de force de l'armée qui s'est soldé par la démission de Robert Mugabe, Emerson Mnangagwa devrait être confirmé dans ses fonctions de président du parti et donc être intronisé comme candidat de la ZANU-PF lors des prochaines élections devant avoir lieu avant août 2018. En République démocratique du Congo, la loi électorale votée la semaine dernière à la Chambre basse du Parlement et transmise au Sénat pour une seconde lecture suscite des remous au sein de la population congolaise. Pour la population, cette loi qui fixe le seuil de représentativité électorale à 3% introduit la machine à voter et fixe la caution pour le siège à briguer. Reste encore une manœuvre de la classe dirigeante pour maintenir le président Joseph Kabila au pouvoir le plus longtemps possible. Mais à l'heure actuelle, commencer à limiter le nombre de le coefficient, mais c'est donc violer même la Constitution, la liberté de mouvement, qui est 500 partis politiques, qui s'en plaint. Ça viole quoi? 500 partis politiques, laissez-les tous concourir, que les meilleurs gagnent. Alors maintenant, posons-nous la question, pourquoi la majorité a pu faire ainsi? Et là, moi, je tente de répondre, je dis, il s'agit de la dernière manœuvre pour retarder les choses pour la majorité présidentielle. Étant donné qu'on a sorti le calendrier électoral, la majorité n'avait plus de prétexte, il fallait maintenant réfléchir encore, trouver d'autres stratégies pour bloquer la machine électorale. Et maintenant, on a trouvé la machine parmi les stratégies, c'est la loi électorale. On a changé le texte et maintenant, on a imposé son vote à l'absence de ceux de l'opposition. Ah, vous comprenez qu'on n'est pas dans la bonne ligne, dans la bonne droiture. On est écarté maintenant du bon choix. On attend maintenant la seconde lecture au Sénat. Là aussi, je dis, je n'entends rien de grave, étant donné que la lecture, la position de l'Assemblée nationale prime sur celle du Sénat. Lors de la 12e réunion ordinaire tenue à Lomé ce 10 décembre, les ministres des Affaires étrangères des 5 pays membres du Conseil de l'Entente ont approuvé plusieurs points, dont entre autres le plan stratégique 2018-2022, le projet immobilier dont le siège sera érigé à Abidjan en Côte d'Ivoire, le projet d'un centre commercial à Niamey. La situation de la traite des Noirs en Libye a été le principal point de déclaration de fin de réunion de ces ministres. Écoutons ici le ministre béninois des Affaires étrangères, de l'intégration et de la coopération et le ministre du Togo à la fin de cette 12e réunion ordinaire. Ils sont au micro de Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo. Appréciant les efforts déployés par les Nations Unies et l'Union africaine pour promouvoir la dignité humaine et le respect des droits de l'homme, condamne avec force la traite des migrants
les violations flagrantes des droits de l'homme et autres pratiques esclavagistes qui ont cours en Libye, toutes choses contraires à nos valeurs. Exige la prise de mesures vigoureuses par les autorités libyennes pour mettre définitivement fin à ces crimes contre l'humanité. Encourage l'Union africaine, l'ensemble des États membres de la communauté internationale à poursuivre les efforts déployés pour lutter contre les causes sociales, économiques et environnementales de la migration irrégulière des jeunes africains à travers la mise en œuvre de politiques inclusives de développement de nos pays, porteuses de création d'emplois pour les jeunes. Salue les résolutions prises par l'Union africaine et l'Union européenne à l'issue de leur sommet des 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan, République de Côte d'Ivoire, relativement à l'opération de rapatriement volontaire des migrants de Libye et la mise en place d'une task force pour démanteler les réseaux de trafiquants en tout genre. Recommande aux États membres du Conseil de l'Entente de mutualiser les moyens à l'effet de lutter plus efficacement contre ce fléau. Monsieur le secrétaire exécutif, les préoccupations de nos populations sont multiples et légitimes. À cet égard, nous devons mettre en œuvre l'adoption de toutes les décisions que nous avions prises ici dans les meilleurs délais, particulièrement le plan stratégique 2018-2022, afin de donner des réponses concrètes aux attentes de nos populations. Allons à présent au Burkina Faso où le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a lancé un appel afin que justice soit rendue dans toutes les affaires sensibles du pays, dont les dossiers d'assassinat de Thomas Sankara et Norbert Zongo, du putsch manqué et de l'insurrection populaire. Une condition qui pourrait, selon lui, aider à une réconciliation certaine du peuple. C'était le week-end dernier dans un discours radio-télévisé à la veille de la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance du pays. Dans son discours à la veille de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a lancé un appel pour que justice soit rendue dans toutes les affaires sensibles du pays. Une condition selon lui pour aider le peuple à se réconcilier avec son histoire, pour ramener la paix des cœurs et créer les conditions propices à la contribution de tous les Burkinabés à l'œuvre de construction nationale. Le président Kaboré, tout en saluant l'avancée des dossiers pendant devant la justice, a rappelé aux acteurs chargés de les vider que la soif légitime de justice des Burkinabés reste intacte. La justice militaire doit solder une longue série de dossiers, dont principalement ceux du putsch manqué de septembre 2015 et de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, tué lors du coup d'État qui avait porté l'ex-président Blaise Compaoré au pouvoir en 1987. Également en instance, le dossier du journaliste d'investigation Norbert Zongo, tué en 1998 avec 3 compagnons. Un dossier qui a connu une évolution avec la mise sous contrôle judiciaire de François Compaoré, frère du président déchu Blaise Compaoré, poursuivi pour incitation à assassinat. En Afrique du Sud, c'est le samedi prochain que s'ouvre la conférence nationale du Congrès national africain, le parti au pouvoir. Au cours de cette rencontre qui doit durer du 16 au 20 décembre, l'ANC doit élire son nouveau dirigeant en remplacement du chef de l'État, Jacob Zuma. Mais déjà, la rivalité entre les deux favoris, Cyril Ramaphosa et Nkosazana Dlamini Zuma, divise profondément le parti. L'ANC se réunit du 16 au 20 décembre prochain en conférence à Johannesburg pour élire son chef. Celui-ci pourrait devenir, en cas de victoire aux élections générales de 2019, le successeur de Jacob Zuma à la présidence de l'Afrique du Sud. Depuis des mois, le duel qui oppose les deux favoris, Cyril Ramaphosa et Nkosazana Dlamini Zuma, divise profondément le parti sur fond d'accusations de corruption à répétition visant l'actuel chef de l'État. Cyril Ramaphosa, un ancien syndicaliste reconverti avec succès dans les affaires, est le candidat favori des marchés qui compte sur lui pour relancer une économie qui peine à sortir de la crise.
Face à lui, Nkosazana Dlamini-Zuma, ancienne ministre et ex-présidente de la Commission de l'Union africaine, est présentée comme la candidate du président sortant Jacob Zuma. Ses adversaires l'accusent d'avoir promis l'immunité judiciaire à son ancien époux. Au total, 5240 délégués du parti doivent voter lors de cette conférence pour élire leur nouveau chef. Outre les deux favoris, 5 autres personnalités du parti ont obtenu le soutien de ces branches locales nécessaires pour briguer la présidence, mais leurs chances de succès semblent assez limitées. Toujours en Afrique du Sud, selon de nouvelles données de la Chambre des mines du pays, 81 personnes ont perdu la vie entre janvier et novembre. Un chiffre en hausse par rapport aux 73 décès enregistrés en 2016. Depuis plus de 10 ans, c'est la première fois que le nombre de décès dans les mines sud-africaines a augmenté. Les accidents sont souvent liés à l'activité sismique ou à l'éclatement de la roche sous pression. Par contre, il y a moins de décès liés aux chutes des pierres. Tout en faisant part de leur inquiétude au sujet des mesures de sécurité, les syndicats de mineurs assurent que la mise en œuvre des sanctions contre les compagnies minières pourrait changer la donne. En République centrafricaine, une campagne de sensibilisation sur la paix est organisée à Bangui. Il s'agit d'une initiative de l'organisation non gouvernementale ZOCOEXO. Contribuer à la construction d'une nouvelle génération de paix, de justice, de solidarité et de prospérité à partir du dialogue entre les différentes religions, c'est l'objectif que l'ONG nationale Initiative ZOCOEXO cherche à atteindre à travers la campagne de sensibilisation qu'elle vient de lancer. Envie de créer des liens de cohésion sociale et de vivre ensemble, de créer des stratégies de rapprochement entre les communautés qui se trouvent au sein de ces deux arrondissements. Cette initiative nationale œuvre aussi en faveur de la réduction de la pauvreté et l'amélioration du bien-être des populations en encourageant une meilleure redistribution des bénéfices de la mondialisation. Cette initiative vient renforcer les acquis que nous avons pour sensibiliser, pour renforcer les acquis des jeunes également encore, afin de préserver la paix et la cohésion sociale qui a toujours existé dans le 6e arrondissement. L'initiative ZOCOEXO est un organisme à but non lucratif. Elle s'inspire des messages de paix des différentes religions dans le monde. Pour finir, l'Égypte et la Russie ont signé ce lundi au Caire le contrat final pour la construction de la première centrale nucléaire égyptienne dans le nord du pays. C'était lors d'une visite du président russe Vladimir Poutine au Caire. Ce contrat vient ainsi entériner l'accord que les deux pays avaient trouvé en novembre 2015 pour bâtir dans la région de Daba 4 réacteurs de chacun 1200 MW. Le président russe Vladimir Poutine est arrivé au Caire lundi après une visite surprise en Syrie. Avec son homologue Abdel Fattah al-Sisi, ils ont évoqué les moyens de développer les liens dans les domaines politiques, économiques et commerciaux. L'Égypte et la Russie ont signé à l'occasion le contrat final pour la construction de la première centrale nucléaire égyptienne dans le nord du pays. Le contrat signé en présence des présidents Vladimir Poutine et Abdel Fattah al-Sisi vient entériner l'accord que les deux pays avaient trouvé en novembre 2015 pour bâtir dans la région de Dabar 4 réacteurs de 1200 MW chacun. Le projet devrait coûter dans les 30 milliards de dollars et Moscou doit participer au financement par le biais d'un prêt accordé aux autorités égyptiennes. Le président russe Vladimir Poutine a appelé lors de cette visite au Caire à une reprise immédiate des négociations directes israélo-palestiniennes sur tous les sujets disputés, notamment sur Jérusalem, que Washington a reconnu comme capitale d'Israël. La décision du président américain Donald Trump de reconnaître unilatéralement Jérusalem comme capitale d'Israël mercredi dernier a été décriée par la communauté internationale, en particulier dans le monde arabe, où elle a soulevé de nombreuses protestations. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.